Ahmad Tijansi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le promoteur de l'école de journalisme et de communication EJICOM et aussi promoteur du site d'information ouesta.com. Pourquoi une nouvelle école de journalisme et de communication? En d'autres termes, qu'est-ce que vous offrez que l'on ne peut pas trouver chez les autres? Bon, ce que nous offrons dès le démarrage de l'école, en 2011, nous avons intégré les métiers du web, les TIC, les médias sociaux, les réseaux sociaux dans l'offre de formation. Ça faisait partie intégrante du programme, ce n'était pas une activité de l'école, c'était vraiment partie intégrante de nos cursus, de nos curricula. On a voulu l'offrir à nos étudiants. Ça, je crois que c'était une première offre assez innovante. L'autre chose, en tant qu'école privée, je suis à l'aise pour le dire, nous sommes une des rares écoles privées où nous disons que pour faire le cycle classique, pour faire une licence de journalisme, nos étudiants doivent passer un test. Pas un test pour exclure, juste pour le plaisir d'exclure, mais un test d'entrée pour évaluer le niveau des étudiants. Parce que au moment de créer l'école, l'un des défis, c'était quoi? Il y avait beaucoup de critiques contre les médias, contre le niveau des journalistes. Tout le monde critique, du président de la République à l'ouvrier, chacun critique les médias. Et une des critiques portées contre les médias, c'est le faible niveau de formation des journalistes. Moi, en tant que journaliste, ayant décidé de lancer une école de journalisme, il me fallait répondre à cela. Et je me suis dit, je ne vais pas prendre n'importe qui pour entrer dans cette école. On va essayer de faire en sorte que ceux qui entrent dans cette école aient un certain niveau qui leur permette d'avoir une base pour pouvoir demain exercer ce métier-là avec toute la crédibilité qu'il faut. Ça, c'était au démarrage. Aujourd'hui, après 4 ans d'existence, nous sommes heureux d'annoncer que l'école est pionnière aujourd'hui dans le fact-checking en Afrique francophone. Et même pionnière, même en Afrique. Fact-checking qui est quoi? Fact-checking, la vérification des faits. Nous avons, comme vous le savez, nous hébergeons ici le site Africa Check dans notre laboratoire de vérification de faits. Donc, une autre manière de faire du journalisme, de nouvelles tendances. Les étudiants des EJICOM feront partie des tout premiers en Afrique francophone. Ils ne seront même pas partis, ils seront les premiers en Afrique francophone à bénéficier d'une telle formation. Si on prend l'Afrique dans son ensemble, on est les seuls avec l'université de Wits, le département de journalisme de l'université de Wits, à disposer d'un tel laboratoire. Donc ça, je crois que ce sont des offres importantes et nous allons lancer sous peu un laboratoire du numérique et des nouveaux médias. Parce que vous le savez, le journalisme est en révolution. Il y a une évolution, une grande évolution, de grands changements qui sont en train d'affecter le milieu des médias. Nous avons décidé de lancer ce laboratoire qui va servir de lieu de réflexion, mais aussi de lieu d'expérimentation pour que les jeunes puissent voir d'abord ce qui se passe ailleurs, qu'on essaie de voir tout ce qui se fait de nouveau dans le domaine du journalisme, et aussi qu'on puisse expérimenter ici des choses qui, bon, je sais pas, ce seront de petites expériences, mais qui à terme peuvent s'avérer utiles et peuvent contribuer à ce renouvellement du métier qu'on est en train de voir un peu partout dans le monde. Alors pour vous, l'avènement du numérique, c'est une opportunité? Absolument, l'avènement du numérique, c'est une très grande opportunité. Ça, je crois que quand je le disais il y a 10 ou 15 ans, bon, ça pouvait paraître un peu idéaliste, un peu utopique, un peu rêveur. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'effectivement, le numérique est d'un grand apport pour les médias. C'est vrai que ça vient avec des défis. On parlait tout de suite, tantôt, dans un autre cadre, du copier-coller dans le web. Je crois que c'est le numérique qui l'a permis. On parlait de cette facilité de création de sites web. Bon, ça, je crois que c'est pour ceux qui veulent la facilité. Mais pour ceux qui veulent bien faire, je crois que le numérique apporte énormément, que ce soit en termes de crowdsourcing, aller chercher de l'info sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes d'impact de diffusion, où je me dis aujourd'hui un journal peut tirer à 3000 exemplaires, mais l'impact de ses écrits, s'ils sont intéressants, peuvent être vus par, je ne sais pas moi, 50 000 personnes sur Facebook très facilement. Donc je crois qu'effectivement le numérique apporte des choses et les journalistes africains, je crois, ils ne doivent pas, par crainte de ces changements-là, rester en marche. Nous devons faire partie de cette révolution et je crois qu'en tout cas à l'école ici, et comme nous voulons que les journalistes que nous formons fassent partie de cela. C'est un peu difficile parce que c'est nouveau, les gens craignent le changement, mais je crois que si on le commence tôt avec des étudiants, ça peut donner du succès. Ici à EJICOM, vous faites un test afin de recruter vos étudiants. Est-ce que cela est suffisant pour relever le niveau des journalistes dont on dit qu'il est de plus en plus en baisse? Pour moi, c'est notre contribution.
Nous, en tant qu'école, là s'arrête peut-être notre rôle. C'est de savoir que ce que nous recrutons sont recrutés qu'ils ont d'abord les capacités, les prédispositions pour embrasser ce métier, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est une fois qu'ils sont entrés, c'est essayer de relever davantage leur niveau, de bien les former, de bien les encadrer, aussi bien sur les aspects pratiques que sur d'autres aspects comme l'éthique, la déontologie, que dans la culture générale. Ça, je crois, c'est un effort collectif. Les écoles ont un rôle à jouer, mais aussi les rédactions. Les rédactions doivent être le prolongement des écoles. Je dis toujours que quand un directeur de publication accepte de recruter quelqu'un qui n'a pas le niveau, qui n'a pas la bonne formation, il contribue à rabaisser le niveau des médias. Si dans une rédaction, il n'y a pas suffisamment de personnes seniors pour encadrer les plus jeunes, on est en train de contribuer à baisser le niveau des médias. L'encadrement aujourd'hui ne se fait pas dans les rédactions. Il doit se faire. Moi, je me dis, un journal sérieux, si je crois qu'il ne faut pas le dire, peut-être que dans certaines rédactions, parce qu'il y en a beaucoup, il y a rédaction et rédaction, je crois qu'il y a des rédactions où les jeunes continuent à être encadrés. Nous envoyons des stagiaires chez des partenaires, ils y sont encadrés, ils y sont suivis jusqu'à leur retour à l'école. Je crois. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, il y a une floraison de journaux, il y a une floraison de sites d'information, et l'une des choses, par exemple, que je refuse, à chaque fois que quelqu'un vient me demander des stagiaires, la première question que je lui pose, c'est qui est le rédacteur en chef de votre journal? Qui va encadrer les stagiaires que je vais vous envoyer? Je crois que disons, les responsabilités sont partagées. Nous, en tant qu'école de formation, on peut faire une part. Une fois dans les rédactions, je crois, ceux qui sont là peuvent aussi faire jouer leur rôle. Et je crois que c'est l'ensemble des acteurs du secteur des médias qui peuvent relever le niveau. Les écoles seules ne peuvent pas le faire, les rédactions seules ne pourront pas le faire. Ahmad Tidjansi, est-ce que vous croyez à l'idée selon laquelle on ne sort pas journaliste d'une école de formation, mais on entre journaliste? Autrement dit, avant d'aller dans une école de journalisme, il faut avoir des capacités, des aptitudes pour être journaliste. Mais si on vous dit que nous faisons un test, c'est parce que nous y croyons. Nous faisons un test parce qu'on se dit, oui, il y a des gens qui veulent, parce que peut-être ça leur donne la visibilité pour d'autres, mais dès qu'ils viennent, vous leur faites faire un test de culture générale, vous vous rendez compte que leur niveau de culture générale ne leur permet pas d'embrasser ce métier. Vous vous rendez compte que la maîtrise de la langue ne leur permet pas d'embrasser ce métier. Ensuite, en cours de formation, peut-être que, je crois, vous vous rendez compte que certains ne pourront pas faire ce métier, ne pourront pas l'exercer. Donc je crois que ça, il faut pas se leurrer. C'est un métier qui demande beaucoup de patience, bien sûr, qui demande du talent, mais aussi et surtout des prédispositions. Et ces prédispositions-là, je crois, elles se cultivent très tôt. Ceux qui ont le goût du métier très tôt, c'est des gens qui ont le goût de la lecture, qui sont curieux, qui sont un peu plus cultivés que la moyenne. Si vous prenez un élève de terminale qui veut faire journalisme, forcément, il sera plus cultivé que l'élève de terminale qui a envie de faire autre chose. Parce qu'on est dans un métier, il faut cette culture générale, il faut une ouverture d'esprit, il faut une grande curiosité. Je crois que ce sont des prédispositions qui sont nécessaires. L'école peut aider justement à encadrer tout cela, à le stimuler davantage, à le renforcer. Mais je crois que l'idéal pour une école, ce serait que les gens viennent avec leurs prédispositions. Et c'est pour ça que nous faisons ce test de sélection. Ce n'est pas pour exclure certains, c'est juste pour dire que ceux qui ont les meilleures aptitudes pour faire ce métier sont les bienvenus. Ahmad Tidjansi, je rappelle que c'est Ouestaf qui avait sorti l'information sur 300 Sénégalais qui détenaient des comptes à l'étranger, dont notre célèbre artiste Youssou N'Dour. Suite à la publication de cette information, quelle a été la réaction? Oui, vous savez, la réaction, vous l'avez vu, l'information a été reprise. Il y a eu beaucoup de débats, mais malheureusement dans nos pays, les autorités ne réagissent pas. Dans d'autres pays, les autorités auraient réagi. Quand on a fait l'article 1... Réagi dans quel sens? Dans le sens de sanctionner ou de chercher à en savoir plus. Je crois que ça, c'est le rôle de l'État. Nous, en tant que journalistes, ce que nous pouvons faire, c'est donner l'information, dire voilà ce qui se passe, et c'est à l'État. On serait dans un État sérieux, on serait dans un État où les gens veulent de la transparence, veulent une reddition des comptes, que l'État aurait pu poursuivre. Je crois que ça, pour moi, c'était le plus important. Bon, maintenant, nous, ce qui est important pour nous,
on l'a fait en tant que journaliste, nous avons eu des infos, nous l'avons traité avec le maximum de rigueur, le maximum de professionnalisme, et c'est pas pour rien que les partenaires de ICAG à l'origine du projet nous ont associés. Nous avons sorti nos informations de la manière la plus indépendante possible. Le reste, c'est du ressort des autorités, ce n'est pas de notre ressort. Je disais à un de nos confrères que nous ne sommes pas le service des impôts. Nous n'allons pas courir derrière les gens pour les arrêter. Nous n'allons pas... maintenant, ça, c'est à l'État de voir ce qui s'adonne à la fraude fiscale et de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec eux. Westaf, comme vous l'avez dit, produit l'information de qualité, dépouillée. Seulement, le problème, c'est que le site n'est pas régulièrement mis à jour. Est-ce que cela ne nous fait pas perdre des internautes? Parce que quand quelqu'un vient une fois sur le site, 2 jours, 3 jours après, il revient à la page d'accueil, il n'y a que les mêmes informations. Est-ce qu'il ne risque pas de vous laisser? Oui, non, ça c'est, je dis, bien entendu, le lecteur, quand il vient, il veut de l'information fraîche. Mais le genre de journalisme que nous faisons ne s'accommode pas de ce que font les autres. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'entendre la première rumeur et de la publier. Il ne s'agit pas d'aller copier les dépêches de Scène Plus pour les coller. Il ne s'agit pas d'aller copier les infos de la dépêche du Mali. Même si nous pouvons un jour utiliser des infos produites par d'autres confrères, si nous n'y ajoutons pas de la valeur ajoutée, nous ne le publions pas. C'est très facile, je crois, de remplir un site web avec la manière dont font les gens. Je vous ai parlé des difficultés qu'il y a. Vous savez que produire de l'info de qualité coûte cher. Nous, on s'est dit, on va à notre rythme, on a des gens qui nous suivent, on est sûr que lorsque vous venez de parler des infos sur SwissLeaks, c'est parce que c'est à raison de notre sérieux, de notre crédibilité. On aurait fait comme tout le monde, diffuser de la rumeur, diffuser n'importe quelle information qui nous tombe sur les mains. Les gens avec lesquels nous avons travaillé sur Wikileaks ne nous auraient jamais confié cette masse d'informations. Ça, je crois que c'est un atout. Ça peut effectivement nous faire perdre quelques lecteurs, mais je crois que les lecteurs sérieux, c'est ce qui cherchent le genre d'informations que nous produisons, savent que notre rythme est lent. On parle aujourd'hui de plus en plus de journalisme lent, ça fait partie des nouvelles tendances du journalisme. Nous, on a opté pour cela, faire de grandes enquêtes, faire des enquêtes fouillées, aller en profondeur sur chaque info que nous avons à traiter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quotidiennement, nous avons quand même les brèves. Nous faisons une brève, un aperçu de l'ensemble de l'actualité africaine que nous fournissons à nos lecteurs réguliers. Donc, il ne faut pas dire que le feed n'est pas mis à jour. Il est mis à jour régulièrement. C'est vrai que les grosses informations telles que nous les voulons fouiller en profondeur, vous ne pouvez pas en produire en quantité industrielle. Ce n'est pas une usine à fabriquer. Ce sont des journalistes qui travaillent et qui le font avec le maximum de sérieux. Alors, est-ce que Westaf fait des bénéfices? Westaf n'a pas d'argent en réalité. Westaf, on arrive parfois à travers certains partenariats avec certaines organisations de la société civile avec qui nous partageons des valeurs. Il nous arrive de faire des partenariats qui nous apportent quelques ressources, mais c'est très très loin de ce dont nous avons besoin pour fonctionner. Si c'était uniquement pour l'argent, Westaf aurait cessé d'exister depuis les 2-3 années. C'est parce que derrière Westaf, il y a une passion pour le métier, il y a une passion pour le journalisme. Depuis, je vous ai dit, Westaf a commencé pendant que je travaillais pour des organes de presse. Ce sont mes revenus que j'utilisais pour payer l'hébergement du site web. Ce sont mes revenus que j'ai utilisés pour payer des collaborateurs. Vous en savez quelque chose. C'est encore mes revenus que je gagne ailleurs, dans mes activités de formation, dans mes activités, dans d'autres activités que je fais, qui me permettent de soutenir Westaf. Fort heureusement, jusque-là, nous avons pu garder une rédaction modeste. Vous n'entendrez pas de grève parce que les salaires n'ont pas été payés. Vous n'entendrez pas de retard de salaire parce que les gens sont restés 3 mois sans être payés. Vous ne verrez pas nos journalistes aller de conférence de presse en conférence de presse parce qu'il y a des perdièmes à ramasser. Je crois que c'est ça qui fait notre différence. C'est ça qui fait la fierté de Westaf. On n'est pas riche, mais on est riche de notre indépendance. On est riche de notre différence. Alors, Westaf a été plusieurs fois sacré meilleur portail de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les critères qui, entre autres, vous ont permis d'avoir ce sacre? Oui, bon, je crois qu'il faut d'abord, il y a 2 choses. Moi, en tant que... Le site a été effectivement reconnu, c'était justement par ce refus du copier-coller. Je crois que la première fois qu'on a eu meilleur portail d'information de l'UEMOA, c'était ça. C'était à l'époque où les sites naissaient, et tous les sites qui naissaient s'adonnaient au copier-coller à outrance.
Nous, on avait refusé cela. On y avait cette approche sous-régionale. Je crois que ça, les gens qui nous avaient reconnus pour ça, je crois qu'ils avaient retenu. En plus, la qualité du journalisme, reconnaissons-le. Je ne dis pas que ce que nous faisons est le mieux qu'on peut offrir. On peut faire mieux, on peut faire plus, avec plus de ressources et plus de moyens. Mais je crois que pour quelqu'un qui connaît le journalisme, qui aime le métier, je crois, en regardant le portail, il y a de la qualité. Ça, je crois que tous ceux qui nous ont reconnus, je crois qu'on a reconnu ça. Moi-même, à titre personnel, j'ai été reconnu innovateur social dans le domaine du savoir et de l'information par des organisations internationales. Donc, tout ça pour vous dire que ce que nous faisons, effectivement, ça peut paraître anodin pour quelqu'un qui regarde, qui compare avec des sites qui font 60 informations la journée. Mais par contre, pour ceux qui recherchent de la qualité, pour ceux qui recherchent quelque chose de différent, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et je crois que c'est cela que les gens qui nous ont reconnus ont voulu saluer, ont voulu marquer. Amadou Yansi, merci. Merci.